J'ai l'immense honneur et le plaisir de modérer ce premier panel qui porte sur l'autonomisation de la femme. Et j'aimerais, à l'instar de tous les autorités, les officiels qui nous ont souhaité la bienvenue à cette table ronde, rappeler l'importance en fait de cette rencontre qui se tient en marge du Forum Génération Égalité et qui est organisé par le partenariat de Ouagadougou qui ne cesse d'œuvrer pour un accès facile aux femmes et aux jeunes à la planification familiale en vue de sauver vraiment leur vie, mais aussi de faire émerger une Afrique de l'Ouest développée. Je pense qu'on est très heureux, nous, en tant que pays hôte, de recevoir cette table ronde qui vient marquer les 26 ans de la conférence de Pékin, où la communauté internationale s'est réunie pour faire avancer l'égalité des femmes. On a vu aussi que le Niger est engagé dans cette quête de l'égalité en étant membre de la coalition des droits à disposer de son corps et des droits en SSR. Alors, j'ose espérer que nous allons ensemble, acteurs et parties prenantes du Niger et de la sous-région, permettre de revoir en fait les enjeux et les perspectives à considérer pour une génération égalitaire, surtout prenant en compte nos contextes qui sont très particuliers. Et je pense que notre président, son Excellence Bazoum Mohamed, a donné le coup d'envoi en faisant de cela sa priorité. Donc j'ai le plaisir de lancer notre première discussion et je vais introduire les trois brillantes dames que j'ai autour de moi, qui chacune sont inspirantes et fortes. Je vais commencer par introduire la directrice de Lumière des filles et des femmes, qui a été, je le rappelle, boursière du programme de leadership du Sahel en 2020. Et son organisation Lumière des filles et des femmes est une organisation nationale à but non lucratif qui a été récemment créée au Niger et dont la mission est de renforcer l'apprentissage et le leadership des femmes et des filles du Sahel. C'est une ONG qui est basée à Maradi et l'organisation est dirigée par des femmes et comprend principalement des femmes de la région de Maradi. Ils ont aussi le privilège de travailler avec Oasis sur un projet intitulé LFF. Et ce projet, en fait, depuis 2019, a fourni des clubs de filles encadrés à près de 1000 filles en dernière année de primaire et en première année de secondaire, afin d'améliorer leur capacité de lecture, d'écriture, de calcul et d'acquérir des compétences de vie essentielles. Je vous demande, s'il vous plaît, d'ovationner Madame Rachida Issoufou-Mani, qui est à ma droite. J'ai le plaisir aussi d'introduire une femme très inspirante également, qui est présidente régionale de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de la CEDEAO, fondatrice coordinatrice nationale de Innovap Center, qui est juriste d'affaires, spécialisée dans le management des entreprises, faisant partie vraiment de femmes dotées d'un potentiel énorme, femmes fortes et de caractère. Son amour du travail bien fait et sa rigueur lui ont valu sa réputation durant plus de 35 ans, où elle a évolué à des postes de haute responsabilité dans de grandes institutions régionales, mais aussi internationales. Son centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo, dénommé Innovap, est doté d'un incubateur de start-up féminines, le premier du genre au Togo. Cette structure a pour mission de promouvoir et développer l'emploi. Innovap a accompagné plus de 100 jeunes entrepreneurs depuis sa création en décembre 2015. C'est une femme dont l'engagement sur le plan national et international pour l'émergence de la femme africaine lui a valu plusieurs distinctions. Elle a été nommée parmi les 50 femmes influentes d'Afrique en mars 2012. Elle a obtenu le trophée de la femme d'exception, décerné par Africa Women's. Elle a bénéficié du prix d'excellence décerné en 2011 par le comité Femmes Leaders du Togo et aussi l'Oscar de l'entrepreneuriat féminin en 2009 décerné par Carrefour à Cotonou en août 2009 en hommage aux femmes.
Pour ne citer que cela, je voudrais féliciter ici Madame Candide Bamezon et lui souhaiter la bienvenue sur ce panel. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Alors, last but not least, une jeune femme très dynamique qui est une inspiration pour beaucoup de jeunes femmes ici au Niger, qui est une jeune Nigérienne ambitieuse et passionnée du Women Empowerment, l'autonomisation des femmes. Depuis 2010, elle a fait le pas dans l'aventure passionnante de l'entrepreneuriat dans plusieurs domaines. Elle a été créatrice de mode, elle est directrice et cofondatrice du premier magazine de la femme nigérienne, la Nigérienne Mag, et maintenant directrice exécutive de Nigérienne. Son parcours est riche en challenges, en défis, mais aussi en rencontres et débats. Elle a ainsi mis en place Nigérienne, organisation à caractère associatif divisée en 5 pôles d'activité, tous traitant des questions d'autonomisation des femmes, parmi lesquels un magazine d'éducation entrepreneuriale et un business club composé d'une centaine de femmes. En tant que directrice exécutive de Nigérienne, promotrice de marques de vêtements, membre actif de l'association Mandela Washington Fellowship, du réseau des jeunes des pays du G5 Sahel et du club des jeunes filles leaders France-Niger, elle est engagée dans les mouvements de jeunes de son pays et prône l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat, gage de développement de l'Afrique. Il faut le noter aussi, elle est la promotrice du Grand Salon national de l'entrepreneuriat féminin au Niger, un événement sous-régional qui rassemble des milliers de jeunes femmes entrepreneurs du Niger et de l'espace UEMOA. Elle a plusieurs fois représenté le Niger à plein de conférences féminines, mais également de jeunes. Elle a été bénéficiaire de la bourse Women in Africa en 2009, qui est un programme international qui sélectionne des jeunes femmes talentueuses de 54 pays d'Afrique pour un engagement intensif d'1 an. Elle est l'ambassadrice du Women Entrepreneurship Day au Niger, une organisation américaine qui promeut les femmes entrepreneurs dans le monde. En mars 2021, elle a bénéficié d'une récompense nationale. Elle a été élevée au rang de chevalier dans l'ordre des palmes académiques au Niger par le gouvernement du Niger. Son objectif est de créer un large réseau de femmes entrepreneurs des pays d'Afrique d'ici 2025 afin de relever les défis de l'entrepreneuriat en Afrique subsaharienne. Je vous prie d'ovationner Samira Ben Ousmane, qui est à ma gauche. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de la discussion. Vous voyez qu'on est bien entouré et qu'on aura beaucoup à apprendre sur ce premier panel qui va porter sur l'autonomisation de la femme. Et je vais me tourner en premier lieu vers Samira, qui est vraiment un modèle de leadership pour beaucoup de jeunes femmes. Vous qui êtes entrepreneur, vous qui savez que l'autonomisation est considérée comme l'un des leviers pour le développement du continent africain. Et grâce à votre parcours et tout ce que vous avez entrepris et toutes vos expériences, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact du leadership féminin sur le développement économique en Afrique de l'Ouest francophone? Salam alaikum, bonjour tout le monde. Merci Mariama. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou pour l'organisation de ce panel et de m'avoir aussi invité. C'est un grand honneur pour moi de faire partie de ce panel, entouré de dynamiques femmes africaines qui œuvrent pour la promotion de l'autonomisation de la femme. Donc, comme elle a dit, mon nom c'est Samira Ben Ousmane. Donc, je vais, avant de rentrer dans les détails de l'impact du leadership féminin, Mariama, tu me permets de faire un petit retour, un petit flashback sur ce qui a amené ce concept de leadership féminin. Je suis très heureuse de voir dans la salle des tantis qui sont des modèles de leadership et je me sens un peu intimidée de parler de leadership à leur présence parce que je sais qu'on est sur leur voie. On n'a pas encore atteint leur niveau, mais on est sur leur voie. Et j'espère que leur contribution nous permettra d'enrichir cette discussion. Donc, en général, dans le monde entier, il y a eu des initiatives qui ont engendré ce concept de leadership féminin.
On va rappeler que depuis 1789, donc, il y a eu une marche des femmes en France, sur Versailles, donc, qui ont fait en sorte que beaucoup de femmes se sont mobilisées pour réclamer le pain, parce qu'il y avait une famine en France, et ce sont des femmes qui se sont levées pour réclamer des droits et pour que la situation puisse s'améliorer. En Afrique du Sud, il y a eu ce cas-là aussi en 1956, où les femmes ont marché à Pretoria pour réclamer leurs droits, parce qu'on exigeait à ce qu'elles aient des passes, des certificats de passage au niveau de certaines villes. Au Niger, je peux citer le cas du Niger, qui est la marche du 13 mai 1991, où des tantis, nos mamans, se sont mobilisées pour réclamer leur droit à la participation à la conférence nationale. Et ce déclic a fait en sorte qu'aujourd'hui, chaque 13 mai, le Niger célèbre la journée nationale de la femme. Et le Niger est vraiment l'un des pays rares à célébrer, à avoir une journée spécialement dédiée à la femme nigérienne. Donc je pense que c'est un grand pas pour le leadership féminin. Ces dernières années, à partir du XXIe siècle, on remarque une hausse considérable de l'importance du leadership féminin, et beaucoup de femmes se mobilisent aujourd'hui pour réclamer leurs droits. Leurs droits qui sont tout à fait normaux, parce que généralement on pense que les droits des femmes, c'est, puisqu'on fait des amalgames entre le côté islamique et puis le féminisme nouveau modèle, là, comme on le dit 2.0, mais il y a, même l'islam même nous donne des droits que nous devons réclamer, sinon même arracher. Donc les femmes leaders de cette nouvelle génération sont de plus en plus mobilisées à réclamer ces droits-là. Et les impacts sont visibles. Je regarde dans la salle, je vois qu'il y a beaucoup de femmes membres qui ont créé des associations, qui ont créé des ONG, qui sont entrepreneurs. Ces associations sont surtout pour la promotion des droits des femmes, soit pour sur les violences basées sur le genre, soit pour défendre une cause, le leadership féminin, l'entrepreneuriat des femmes. Il y a aussi beaucoup de femmes entrepreneurs que je vois dans la salle. Et c'est ça, en fait, le résultat, les impacts du leadership féminin. Je suis sûre qu'aujourd'hui, quand on parle des impacts du leadership féminin sur l'économie de l'Afrique en général, et qu'on questionne une jeune entrepreneur sur qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être entrepreneur, je suis sûre qu'elle ne dira pas « j'étais juste assise dans mon salon ». Et puis je me suis levée, j'ai dit bon, je galère, je vais aller vendre des beignets pour avoir de l'argent. Il a fallu quelqu'un qui l'inspire. Il a fallu une femme leader, qu'elle soit femme ou homme, il a fallu en tout cas un leader derrière sur cette personne sur laquelle elle a pu s'inspirer. Je vois que Assalama me regarde, je me rappelle des échanges qu'on a eus en 2016. J'étais dans la mode et elle voulait se lancer dans la mode. Je me rappelle que plusieurs fois elle a eu à m'écrire sur Facebook pour me dire « j'aime bien ce que tu fais et j'aimerais devenir comme toi ». Ce fut un plaisir pour moi de lui prodiguer des conseils, et aujourd'hui c'est un grand honneur pour moi de voir qu'elle a sa marque de vêtements basés à Niamey avec un atelier de couture et ça. Donc il a fallu quelqu'un qui l'inspire, un modèle pour qu'elle se lance dans l'entrepreneuriat. Donc quand on parle des impacts du leadership féminin sur l'économie, l'économie en Afrique, ce sont ces genres d'initiatives-là qu'il faut promouvoir. Donc aujourd'hui, si on doit vraiment mettre l'accent sur les impacts du leadership sur l'économie, il faut peut-être créer des modèles d'inspiration. Les femmes doivent vraiment s'inspirer entre elles. On est déjà en train de faire beaucoup de choses, on le reconnaît, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on puisse faire pour que les impacts puissent bien se ressentir. Il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui œuvrent pour la scolarisation de la jeune fille, parce que tout commence par l'éducation. Tant qu'on éduque les jeunes filles, les impacts sur le leadership féminin, dans tous les domaines, se feront encore mieux ressentir, pas seulement sur le côté, sur le volet économique, mais que ce soit sur la santé, sur l'éducation, dans tous les domaines, vraiment, on sentira les impacts du leadership féminin. Et je pense que c'est un mouvement qui est en train de bien prendre et que ça se fera ressentir dans les années prochaines. Je ne veux pas trop. Oui, merci beaucoup Samira. C'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, mais c'est très important tout ce que vous nous avez dit là. J'aimerais toujours continuer sur cette thématique de leadership féminin avec vous. Et vous nous avez dit que c'est très important, les femmes doivent être des leaders, et il faut des modèles d'inspiration et tout. Mais quand on voit le contexte du leadership féminin dans nos pays, quels sont les défis pour le leadership féminin, surtout dans notre contexte?
Les défis sont nombreux, hein. Je vais faire une petite anecdote sur un buzz qui s'est passé la semaine passée sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui sont surtout sur Facebook et sur Twitter, le fil d'actualité des Nigériens, il y a eu un buzz parce qu'un monsieur s'est levé pour faire un post pour dire que les femmes mariées ne doivent pas poster leurs photos sur les réseaux sociaux et que ça crée des choses et tout. Est-ce que vous avez vu la rage de la manière dont les femmes nigériennes, les femmes leaders l'ont, disons, déchiquetée? Donc ça, c'est un défi pour le leadership féminin, c'est un défi pour l'épanouissement de la femme. Parce que quand, je ne vais pas prendre de parti, hein, je ne suis pas pour ou contre ce qu'il a dit, ni pour ou contre ce que les femmes ont, les réponses que les femmes ont données, mais c'est juste pour dire que pour quelle raison une femme mariée ne doit pas s'épanouir dans son environnement? Parce que je suppose que, je me dis que les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, tant qu'on a un profil là-bas, c'est aussi son environnement. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut bloquer la femme pour ne pas s'épanouir dans son environnement? Donc, tout ça, c'est un défi pour le leadership féminin, pour l'épanouissement de la femme. Parce que les gens ont tendance à faire, à mélanger l'islam avec les droits des femmes. Dès qu'on dit qu'une personne est féministe, tout le monde dit qu'elle est contre les hommes. Alors que ce n'est pas ça. Une féministe, il y a des féministes, c'est vrai qu'il y a d'autres féministes qui exagèrent, mais le féminisme, ça a ses objectifs. Et puis est en train de me distraire. Donc le féminisme a ses objectifs que je pense que les femmes sont en train d'atteindre aujourd'hui. Donc il y a ce défi-là. Ça fait partie des défis vraiment socio-culturels. Parce que c'est le social, c'est la culture, on n'est pas habitué à voir les femmes, voilà, avec l'ampleur que le leadership féminin est en train de prendre, les femmes revendiquer leurs droits, dire ce que les hommes sont en train de dire, et contredire les hommes parce qu'elles ne sont pas d'accord, c'est un phénomène nouveau et c'est normal qu'il y ait tout ça là. Sinon, même quand on prend, je le répète, le volet islamique, la femme est épanouie en islam. Rien n'empêche à la femme d'être leader, rien ne l'empêche d'être entrepreneur. Je prends l'exemple de la femme de notre prophète bien-aimé Khadija, qui était une femme leader, riche et entrepreneur, qui a fait beaucoup pour la communauté musulmane et qui continue aujourd'hui de nous inspirer. Donc ça, c'est un défi vraiment majeur dans nos sociétés. Il y a aussi l'éducation. Je pense que si aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui se créent pour soutenir l'éducation de la jeune fille, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de défis liés à la question de leadership et de la scolarisation de la jeune fille. On a compris qu'il faut scolariser les jeunes filles pour qu'elles aient leur mot à dire plus tard, pour qu'elles aient de quoi défendre leurs droits plus tard. Donc, tant qu'on n'éduque pas une fille, tant qu'il y a toujours ce phénomène de mariage précoce, de déscolarisation des jeunes, filles ou garçons, hein, les défis du leadership féminin continueront toujours et je pense que c'est vraiment les principaux défis dans notre contexte ici au Niger. Merci beaucoup, c'est vrai. On nous rappelle qu'on est pris par le temps. La thématique est tellement passionnante et vous avez abordé la question de la religion. Je pense qu'on aura un panel avec Imam Mohamed Mustafa qui va beaucoup revenir là-dessus. Je me tourne maintenant vers Madame Candide Bamzo. Nous allons parler d'entrepreneuriat féminin avec vous. Vous qui êtes à la tête d'un centre d'accompagnement de start-up féminines, on voit qu'il y a beaucoup de défis. Les femmes sont très entreprenantes, mais elles combinent souvent beaucoup de choses pour subvenir à leurs besoins, surtout en milieu rural. Alors, est-ce qu'il existe des mécanismes qui permettent de renforcer ce potentiel d'entrepreneuriat féminin, surtout en milieu rural? Merci beaucoup, Mariama. Bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais joindre ma voix à celle de Samira pour remercier l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou et puis aussi pour votre présence ici aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais, avant donc de répondre à ta question, renchérir sur le problème du leadership, en fait, pour dire que le leadership est nécessaire pour nous aujourd'hui si nous voulons induire le changement social que nous voulons. Et quand on parle de ce changement social,
nous parlons du changement économique, du changement social à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de chercher, de reprendre en main leurs droits qui leur ont été enlevés, soit par leur statut de femme, par leur nature et aussi par les hommes. Et depuis le temps qu'elles sont enfermées dans ces statuts, aujourd'hui elles veulent s'éclater. Et cela, nous voyons dans comment elles s'évertuent, que ce soit en milieu périurbain, en milieu urbain ou en milieu rural, donc à entreprendre, à prendre leur destinée en main. Et quand nous avons le pouvoir économique en main, évidemment, la femme a beaucoup d'atouts, que ce soit au niveau rural ou au niveau urbain. Et ce pouvoir économique que nous voulons, ce n'est pas un pouvoir pour le simple fait d'avoir un pouvoir, mais c'est on veut ce pouvoir pour pouvoir l'exercer au même niveau, je veux dire au niveau horizontal, comme les hommes, pour pouvoir induire ce changement que nous voulons. Et donc, en milieu rural, l'entrepreneuriat des femmes, que ce soit dans les milieux agricoles ou non agricoles, permet aux femmes d'être un peu plus flexibles que dans le milieu urbain. Parce qu'elles peuvent s'occuper de tout en même temps. Et comme elle a dit Mariama tout à l'heure, ça leur permet d'organiser leur temps entre la famille, entre l'entrepreneuriat et entre les réunions sociales et communautaires. Elles sont là et elles font tout. Mais malgré cela, elles ont quand même beaucoup d'obstacles que ne rencontrent pas les hommes qui aussi veulent créer ou entreprendre. Donc ces obstacles sont à plusieurs niveaux et surtout en milieu rural, c'est encore plus prononcé qu'en milieu urbain. On parle souvent de foncier, les femmes qui n'ont pas accès à la terre, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées. Moi, dans mon pays, par exemple, on n'a pas ce problème. Il y a la loi qui donne l'autorisation à tout le monde d'avoir, que ce soit une femme ou un homme, donc d'être héritière, d'être propriétaire du terrain. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais seulement, le problème qu'il y a au niveau rural, c'est que les femmes sont cantonnées dans des petites activités génératrices de revenus. Donc, il y a aussi le problème d'éducation qui les empêche donc d'être dans les structures, comment dirais-je, les grandes industries à forte capitalisation. Et donc, elles sont déjà limitées à ce niveau. Et ce qu'il faut comme mécanisme pour pouvoir renforcer cela, c'est que déjà, dans le choix même du cursus d'éducation, que les femmes puissent sortir des terrains traditionnels, des secteurs traditionnels. Quand nous voyons une fille, lorsqu'elle va choisir, la dernière fois j'étais dans un forum Génération Égalité également au Togo, on disait aux filles que lorsque nos parents nous disent souvent, il faut penser à se marier, il ne faut pas être trop vieille, donc du coup les filles vont choisir des filières qui sont des filières courtes. Et donc, elles n'arrivent pas souvent à avoir les mêmes diplômes que les hommes. Donc, elles sont déjà limitées à ce niveau. L'autre niveau, c'est que leurs activités sont tellement petites qu'elles ne veulent pas courir aussi le risque d'avoir accès ou recours à de grands crédits. Et donc, là aussi, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'au niveau régional, je vais aller vite parce que comme le temps nous presse, j'ai beaucoup de choses à dire à ce niveau, mais je vais résumer pour dire... Oui. Ok, je vais essayer de parler plus fort parce que j'ai l'habitude de parler très bas. Ok, donc je voudrais partager un peu avec vous quelques mécanismes que nous avons pu mettre en place au Togo et qui permettent donc aux femmes donc d'avoir accès à des mécanismes de renforcement de capacité, de financement, etc. Nous avons quelque chose que nous appelons le projet d'appui à l'employabilité, à l'insertion des jeunes et des femmes dans les secteurs porteurs. Donc ce projet, ça consiste à accompagner les entrepreneurs sur toute la chaîne de valeur, maïs, soja, riz. Et l'ambition, c'est d'accompagner 15 000 femmes entrepreneurs sur 5 ans
à travers le renforcement de capacités techniques et aussi l'accompagnement au financement. Nous avons un autre projet qui est très bien et que j'utilise d'ailleurs pour mes incubés, les femmes start-up que j'accompagne. C'est le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural. Et cela a pour objectif d'accompagner 5000 femmes en zone périurbaine et rurale. L'objet, c'est de renforcer aussi les capacités techniques et managériales des bénéficiaires et leur donner un accès au financement remboursable, plus une subvention. Et le financement peut atteindre une somme de 30 millions de francs CFA. Là, c'est un projet auquel bénéficient beaucoup de femmes, mais il faut être installé, il faut s'installer en milieu périurbain ou en milieu rural. Ça ne marche pas en milieu urbain. Et il y a également la PASA, qui est projet d'appui au secteur agricole. Et ce mécanisme accompagne les jeunes, les femmes entrepreneurs dans l'agribusiness, dans la réhabilitation et le renforcement de leurs capacités productives. Et ça favorise un environnement institutionnel propice au développement du secteur agricole. Il offre également des crédits équipements aux acteurs de l'agribusiness afin de renforcer leurs capacités de production et les capacités techniques en termes de modernisation des activités agricoles et agro-pastorales. Aujourd'hui, nous avons le plan national de développement qui a mis en place des zones avec des agropoles. Et, nous avons 10 agropoles qui sont prévus dans le plan. Et le premier qui a été mis en place couvre 165 000 hectares. Actuellement, 5 000 hectares sont sécurisés et accueillent 200 coopératives autour des chaînes de valeur pour le maïs, le riz, le sésame, l'anacarde et le poisson et le poulet. L'objectif, c'est de créer des emplois et autres. Donc, vous voyez, ces agropoles-là, les coopératives de femmes qui sont en milieu rural sont là, elles sont en partenariat donc avec les grands industriels pour produire et vendre leurs produits directement donc à ces agropoles-là et ça leur facilite donc un peu le processus de vente de leurs produits au lieu que les produits leur restent sous les bras. Je ne sais pas, nous avons aussi une mesure phare qui est des 25% du marché public qui est réservé aux femmes pour leur permettre effectivement donc d'être dans le processus, de ne pas être laissés de côté et de leur permettre aussi de vendre leurs produits aux populations. Je vous remercie, je vais m'arrêter ici. J'espère qu'il y aura d'autres questions. Et merci Mariama. Merci beaucoup Madame Candide, on a beaucoup appris et félicitations au Togo pour toutes ces pratiques à haut impact dont beaucoup peuvent s'inspirer dans leur région. Je me tourne maintenant vers Madame Rachida, vous qui êtes directrice d'une ONG qui travaille dans le domaine de l'éducation, intitulée Lumière des filles et des femmes. On se rend compte qu'au cours de ces dernières décennies, nos pays ont développé et mis en place plusieurs politiques, plusieurs plans de développement de l'éducation, mettant l'accent sur l'éducation des filles, mais cependant c'est toujours un problème, l'éducation des jeunes filles. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu de l'état de lieu de l'éducation des filles en Afrique de l'Ouest francophone, très rapidement parce qu'on est pris par le temps. Merci. D'accord, merci Mariama, merci à tous. Et bon, avant de faire la situation des états de lieu, je coordonne un projet sur les espaces sûrs et notre objectif sur la scolarisation et le maintien de ces jeunes filles à l'école. Et on fait face à différents défis et surtout nous c'est le terrain, c'est la réalité. Nous sommes basés à Maradi, nous sommes à côté de ces filles-là. Et les différents défis qu'on a soulevés, on a remarqué que 3 filles sur 10 n'arrivent pas à achever l'école primaire. Et c'est dû à plusieurs facteurs, dont entre autres ces filles elles-mêmes, qui des fois sont tentées par le mariage du moment où elles ont vu que leurs amis se sont mariés, elles aussi elles sont tentées. Et il y a aussi les AGR, les activités génératrices de revenus auxquelles elles s'adonnent.
Et donc, elles veulent quitter l'école très tôt pour un commerce qui ne dépasse pas 1 000 francs à 2 000. Et aussi le manque des latrines qui sont adaptées aux hygiènes menstruelles. Parfois, ça fait en sorte que la fille quitte l'école pendant au moins 1 semaine parce que les latrines ne sont pas adaptées à ce contexte-là. Et aussi, il y a les cas des mères qui sont elles aussi tentées à marier les filles très tôt, soi-disant pour les couvrir, pour leur sécurité. Et aussi, pensant que la fille est le fait pour aider dans les travaux domestiques. Et il y a aussi les situations d'urgence qui font en sorte que les filles sont les plus vulnérables, elles sont plus touchées, ce qui fait en sorte qu'elles sont de moins en moins scolarisées. Et prenons par exemple les filles au Nigeria du Chibok et du Kano, et qui sont les cibles des bandits armés. Donc, ce qui fait en sorte que vraiment la scolarisation de la jeune fille rencontre différents problèmes. Et pour parler des solutions à ces défis, je pense que les espaces sûrs sont les meilleurs moyens d'aider une fille, de la sécuriser et au moins de retarder le mariage de 2 ans ou plus, et aussi de sensibiliser ces filles, les expliquant l'importance de cette scolarisation. C'est pourquoi c'est là dans mon organisation, nous sommes uniquement des femmes, exclusivement des femmes. Nous partons sur les terrains pour leur montrer qu'on est des exemples, on est des modèles, des femmes qui ont pu réussir, qui sont scolarisées. Donc on veut inspirer ces jeunes filles aussi et à vouloir emprunter le même chemin que nous. Et aussi les mères, on les sensibilise aussi pour leur montrer que l'éducation, c'est quelque chose qu'elles vont réussir à long terme, et de ne pas se fier à ces 1 000 francs ou à ces 2 000 que la fille va apporter. Si elle est scolarisée, éduquée, à long terme, vraiment, elle peut couvrir aux besoins de sa famille. Et en ce qui concerne les situations d'urgence, je pense que les humanitaires sont là pour appuyer, et aussi le gouvernement, et qui est connu de tous, donc s'il peut développer des moyens de subsistance et de développement durable, et aussi appuyer les ressources nécessaires et sécuriser aussi les différents partenaires, ça va beaucoup plus nous aider. Merci. Merci beaucoup, Madame Rachida, d'avoir abordé tous ces défis et en même temps de nous avoir montré qu'il y a des pistes de solutions. Comme on est vraiment pris par le temps, je vais en quelques 30 secondes revenir vers Samira, et comme nous avons parlé de leadership féminin avec vous, vous demander, selon votre expérience personnelle, quels sont les conseils et les messages que vous pouvez adresser aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui sont dans cette salle, mais globalement dans toute la sous-région, pour qu'elles puissent développer leur leadership et aussi suivre vos pas. J'aime à dire, j'adore ce verbe-là, c'est O-S-E-R. C'est vraiment oser. Je pense que tout vient de l'audace. Quand on veut entreprendre, quand on veut être leader dans sa communauté, je pense que l'audace est le mot-clé. Donc moi, je conseillerais vraiment à mes sœurs d'oser, de ne pas se laisser intimider. Et il n'y a pas quelque chose qu'une femme ne peut pas réaliser. Il n'y a rien d'impossible à la réalisation de nos objectifs. Si on veut atteindre quelque chose, les femmes, nous sommes reconnues pour donner tous les moyens pour les atteindre. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser intimider par les gens qui nous découragent. Tout à l'heure, j'avais parlé du cas du buzz sur les réseaux sociaux. Si ces femmes-là se sont laissées intimider par le fait qu'elles ne peuvent rien faire sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ce élan-là sur les réseaux sociaux, parce qu'après, j'ai vu qu'avec la réplique, les femmes elles sont mieux engagées à vraiment s'imposer sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, c'est une inspiration pour d'autres jeunes qui décident de ne pas se laisser intimider par les défis sociaux et culturels auxquels nous sommes en train de faire face. Donc je demanderais vraiment, j'inciterais tout le monde à oser entreprendre, à oser donner sa voix dans toutes les instances de décision, à oser impacter sa communauté positivement. Donc, voilà.
Merci beaucoup Samira, on a bien écouté. Rapidement, j'aimerais aussi demander à Madame Candide en quelques secondes de nous prodiguer des conseils en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, surtout en cette période de crise qui a un peu chamboulé les choses pour beaucoup d'entrepreneurs. Merci. Je dirais tout simplement que l'entrepreneuriat féminin est en plein essor partout dans le monde entier. Les femmes sont de plus en plus présentes parmi les dirigeantes de PME et elles inaugurent de nouveaux créneaux. Donc il est important pour le développement de l'économie en général et aussi le développement de la société, qu'on puisse mettre les conditions propices à la disposition de ces femmes pour leur insertion dans la vie économique et aussi pour les aider donc à la création des entreprises et surtout à l'expansion de leur entreprise. Parce que les mettre en avant en termes d'entreprise, leur donner le pouvoir économique dont nous parlons, c'est aussi permettre à ces femmes-là de pouvoir participer au développement de l'employabilité dans notre société, parce qu'elles constituent plus de la moitié de la population, et si on les occulte, donc c'est une partie du monde producteur que nous sommes en train d'occulter, et donc il s'agit ici de faire en sorte que les politiques soient inclusives et que ça puisse inclure tout le monde au même niveau et donner les mêmes moyens à tout le monde. Je vois ainsi. En période de Covid, vous savez, tout le monde a été impacté, et surtout les entreprises de femmes, mais ça dépend, parce qu'on ne peut pas généraliser, ça dépend du statut de l'entreprise. Quand c'est au niveau informel, elles sont impactées, mais vous savez, les femmes ont cette capacité de résilience qui leur ont permis en période de Covid de rapidement se convertir en autre chose et de trouver leur chemin. Mais évidemment, avec les entreprises formalisées d'un certain niveau, et ça a été beaucoup plus difficile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Candide. Madame Rachida, vous qui êtes la championne de l'éducation des filles au Niger et surtout dans une région assez difficile où le besoin est là, un dernier mot, un cri de cœur à l'endroit de tous ceux qui sont là et aussi des partenaires et acteurs en faveur de l'éducation des filles. D'accord, merci. Et mon dernier mot serait d'attirer l'attention de tout un chacun, de mettre l'accent sur la scolarisation. Parce que je pense que l'éducation, c'est comme un rond-point où découlent toutes les différentes voies, que ce soit la santé et l'humanitaire, tout. Ça doit être l'éducation qui doit être le rond-point. Et donc, éduquer un homme, c'est juste éduquer un homme. Mais quand on éduque une femme, c'est toute une communauté, toute une nation qui en bénéficie. Merci. Merci beaucoup, Madame Rachida. Ces mots sont très poignants. Oui, nous allons passer à la phase des discussions. Je vois que les gens sont très pressés d'avoir cette discussion-là. Je vais juste en 1 minute rapidement faire un peu une petite synthèse de ce qu'on a entendu, juste pour donner l'ouverture un peu aux discussions que nous allons faire. Nous avons vu que vraiment le leadership féminin est essentiel pour le développement des communautés, mais aussi pour l'épanouissement des femmes, et que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça existait bien avant. Samira nous a bien expliqué que les femmes se sont battues pour leurs droits et ça continue encore aujourd'hui. Mais qu'il y a encore beaucoup de défis, notamment les critiques, le contexte religieux, le fait qu'il y a cet amalgame-là entre les droits des femmes et la religion, mais aussi que c'est un phénomène un peu nouveau parce que les gens étaient habitués à voir les femmes en retrait. Là, elles sont au devant et tout changement demande une certaine adaptation. Et on a vu que dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin également, il y a beaucoup de défis et qu'il faut permettre aux femmes d'exercer leur pouvoir économique et surtout de créer un cadre qui favorise leur entrepreneuriat. On a vu qu'au Togo, par exemple, 25% du marché public est réservé aux femmes. C'est un truc incroyable déjà et ça favorise l'entrepreneuriat féminin. Et dans le domaine de l'éducation, nous avons
vu qu'il est indispensable de faire de l'éducation une priorité, parce que c'est, comme a dit Madame Rachida, c'est le rond-point, hein. C'est le rond-point de tous nos défis, et qu'il faut aussi créer des espaces sûrs pour les jeunes filles et les inciter à retarder le mariage et surtout à prendre conscience que l'éducation est essentielle pour elles et qu'elles vont atteindre un grand accomplissement à l'issue de ça. Donc pour conclure, je terminerai en disant cette brillante citation de l'ancien président américain Obama qui disait que le meilleur indice de réussite économique d'un pays en matière de développement, c'est de voir comment ce pays traite les femmes. Et si nous maltraitons les femmes, nous nous empêchons d'avancer. Donc nous allons maintenant ouvrir la plage des questions et je sens qu'il y aura beaucoup de discussions et j'espère que le temps nous permettra de pouvoir donner la parole à tout le monde. Je vous remercie et merci à nos panélistes pour ces partages d'expériences et aussi ces brillants conseils que vous nous avez prodigués. Je remercie les différents panélistes pour leur témoignage que je trouve inspirant à beaucoup d'égards. La question du leadership et de l'entrepreneuriat des femmes et des filles, c'est en réalité ça l'énigme à multiples questions qui sont structurelles, mais des fois qui sont personnelles. Je note que je suis conseiller technique en plaidoyer et gouvernance inclusive à Caire Niger, donc qui est connu pour son penchant historique pour l'empowerment social, économique et politique des femmes et des filles. Donc en pratiquement 22 ans d'accompagnement continu aux organisations féminines au Niger, il y a assez d'éléments et d'expériences à partager que les 10 minutes ne peuvent pas couvrir. Mais déjà en termes d'analyse des blocages en matière de leadership féminin, nous avons, de par ce que nous faisons régulièrement, et les organisations féminines du Niger peuvent le confirmer, compris qu'en réalité maintenant vous avez assez de foisonnement des organisations des femmes et des filles. Pourquoi? Assez de foisonnement. Et pourtant, pour un monde limité, il y a une véritable crise de leadership. Dès que tu as 2 ou 3 femmes, au lieu de s'organiser pour être plus fortes et servir de fusées, non, elles vont se métastasier. Et chacune va aller dans son couloir créer son ONG. Et ça, c'est un véritable problème de leadership que nous lisons. Nous travaillons avec 1 million de femmes, organisées dans 333 réseaux, 33 fédérations, qui mobilisent une épargne sur fonds propres d'autour de 2 milliards chaque année. Mais malheureusement, cette épargne, elle est restée au niveau local, elle est thésaurisée, elle ne peut pas servir les autres parce qu'elle n'est pas bancarisée. Donc, un des premiers blocages au leadership des femmes, c'est de créer des opportunités financières au plus haut niveau qui peuvent servir à ce qu'elles surexploitent leur potentiel économique. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la politique, ce n'est pas les lois, ce n'est pas la culture, ce n'est pas les normes. Les cheikhs le diront dans les villages, dans les communes, mais les femmes sont libres d'aller y venir. Mais il y a le blocage économique. Et dès que vous allez déverrouiller la clé économique, vous allez régler tous les autres problèmes. Tous les autres problèmes vont disparaître d'eux-mêmes. Alors, plaidons ensemble pour qu'au plus haut niveau, au niveau régional, au niveau communautaire, au niveau de l'État, partout, pour que les banques puissent offrir des services accessibles aux femmes. Et tous les autres problèmes, j'ai dit bien, disparaîtront. Les questions de leadership, les questions d'entrepreneuriat, c'est vraiment trop long. Mais pardon, mettez-vous ensemble. On a de la peine à mettre les filles, les femmes ensemble, dans les discussions, au niveau des villages. On a de la peine à mettre les femmes instruites et non instruites ensemble. Travaillez sur ça et essayez d'aller dans la même logique. Pour finir, par rapport au féminisme, madame, aujourd'hui, le féminisme, ce n'est plus une affaire de femmes, ce n'est plus une affaire d'hommes, ce n'est plus une affaire de transgenre, c'est une affaire d'humanité. C'est une question de justice. Tout le monde est d'accord sur le fait que les femmes souffrent et on peut faire mieux. Merci. Oui,
Juste aussi pour rappeler que nos panélistes sont là, hein, vous pouvez leur poser des questions et préciser si c'est une question ou une contribution quand vous prenez la parole et spécifier à qui vous adressez la question. Je donne la parole à Madame Hawa. Je suis Abdouidi Hawa et je suis économiste de formation spécialisée en suivi et évaluation des politiques, programmes et publics. Et ma question, je ne veux pas retourner sur ce qu'Ekada a dit, c'est vraiment une réalité, mais je vais aller directement au but. Ma question, je salue d'abord les panélistes, notamment Sami, Rachida et Madame Candide. Je suis un produit du ROFAF. Le ROFAF, vous connaissez, c'est Madame Dalmeda qui a mis ça en place et qui coordonnait. Merci vraiment d'être là, Madame Candide. Et ma question va directement à Madame Rachida. Madame Rachida, je suis un produit du programme de leadership au Sahel, notamment qui a mis en place l'ONG Oasis au Niger. L'initiative Oasis est basée à Berkeley, en Californie. Et elle s'occupe de tout ce qui est question de l'autonomisation des femmes. Et nous avons plaidé pour qu'il y ait une collaboration entre Oasis du Niger et Oasis du Nigeria basé à Zaria. Quelle est la continuité maintenant de l'activité que vous menez en termes des espaces sûrs entre le Zaria et le Niger, surtout à Maradi? Et quel est l'impact des interventions de Oasis Initiative au Niger? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Hawa. La question était brève. Je pense que c'est ce que nous allons demander parce qu'il y a Dr Norbert qui fait la police du temps. Donc, on est vraiment pris. Yao, s'il vous plaît. Ok, merci Mariam. Je pense que je vais m'inscrire dans la logique de la gestion du temps puisque j'ai 2 points que j'ai voulu évoquer. L'un a été évoqué par EKD sur la question du leadership, je ne reviens pas là-dessus. Alors l'autre point, c'était vraiment, j'avais voulu qu'au moment de présentation des défis, notamment concernant le leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin, que les panélistes donnent des défis personnels qu'ils ont rencontrés. Et c'est cela aussi qui va inspirer les autres, puisque chacun a rencontré des défis spécifiques qu'il a surmontés. Alors, si vous pouvez témoigner de façon personnelle sur un défi, le principal que vous avez rencontré et comment vous l'avez surmonté, ça pourrait beaucoup aider certains qui souhaiteraient également se lancer. Madame Candide, vous avez parlé j'ai remarqué que vous avez pas mal d'opportunités de financement à l'endroit des femmes togolaises. Peut-être l'expérience, vous pourrez partager avec nos sœurs du Niger vos sources de financement ou peut-être des opportunités qu'elles pourront avoir en termes de mécanismes de financement auxquels vous soumissionnez. Et pour Samira, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos activités? Je sais qu'aucune activité n'est souvent fluide, il y a toujours des difficultés autour. Madame Rachida, quels sont les freins par rapport à la mobilisation sociale? Puisque étant une structure composée essentiellement de femmes, j'imagine que souvent il y a des stéréotypes sur peut-être vos approches avec les hommes. Est-ce que vous pourrez nous éclairer par rapport à cela? Et pour finir, une question à toutes les panélistes. Je sais que nous sommes en Afrique, hein, et c'est vrai, il y a la notion d'émancipation et de tout ce qui peut aller avec. Et je sais que la famille est souvent le premier pivot dans tout ce que nous réalisons. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, par exemple, en termes d'accompagnement au niveau familial? Merci. Ou si vous avez ces difficultés ou pas. Merci. Je m'appelle Hadiza Issa Ousseni. Je suis conseillère technique du médiateur de la République, chargée de questions de genre, protection de l'enfance et des personnes vulnérables. Je tiens à féliciter les panélistes. Je remercie également le partenariat de Ouagadougou qui nous a réunis aujourd'hui autour de cette table ronde pour débattre de cette question importante. Ma question s'adresse à Madame Candide. Le problème dans le domaine des affaires, c'est que pour réussir, il faut exploiter une clientèle. Il faut exploiter régulièrement et effectivement une clientèle. Et le problème dans nos pays, avec la paupérisation de la population, qui fait que souvent la demande est très en deçà de l'offre,
avec des populations, une majorité de la population qui vit avec moins de 1000 francs CFA par jour. Je n'ai pas de chiffres en tête, mais je sais que les statistiques font cas de beaucoup de jeunes entreprises qui déposent le bilan souvent avant même 3 années d'exercice. Je me demande, est-ce que cet aspect est pris en compte lors du financement ou de l'accompagnement de la création des entreprises par ces jeunes-là, pris en compte non seulement par les États, mais également par les partenaires. Merci. Merci, Madame Hadiza. Docteur Harou, vous avez la parole. Merci aux panélistes vraiment qui ont ici relaté beaucoup d'actions qui sont en train d'être faites en réalité pour faire avancer l'agenda l'agenda donc de l'émancipation de la femme, si j'ose l'appeler ainsi. Vraiment, je vous remercie encore une fois. Je voudrais dire que le gouvernement est aussi en train de vous accompagner quand on sait qu'il y a beaucoup de textes, en tout cas législatifs et réglementaires, qui sont écrits et même de documents aussi de politique qui sont là. Certes, ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant, mais je voudrais à cet effet faire un clin d'œil aux associations, organisations en tout cas de la société civile pour accompagner ces femmes leaders qui sont là, pour faire un plaidoyer fort auprès du gouvernement pour faire davantage ce qu'il est en train de faire. Je sais que l'éducation est au cœur de tout développement. Ça c'est vrai, c'est une chose, c'est réel. Quand l'éducation marche, tous les autres domaines vont marcher. Quand ça trébuche, c'est tous les autres domaines qui vont trébucher, c'est ce qu'on vit. Nous sommes d'accord là-dessus. Je voudrais tout simplement poser une question par rapport à l'entrepreneuriat de la femme, particulièrement en milieu rural. Nous connaissons la pesanteur qui est à ce niveau, particulièrement en tout cas dans nos pays. Nous savons très bien qu'au sein du couple, la femme jusque-là n'a pas véritablement un pouvoir de décision. Et même par rapport à cet entrepreneuriat, ce n'est pas évident lorsqu'on n'agit pas sur les hommes. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait en direction de ces hommes pour qu'ils puissent libérer ces femmes-là, pour sauter ce verrou, pour aller vers cet entrepreneuriat, même si c'est fait au niveau local. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que peut-être qu'on a essayé de voir au niveau rural, on a essayé de segmenter peut-être même les hommes pour savoir quelles sont leurs perceptions et en fonction de cela agir et libérer petit à petit les femmes qui peuvent être libérées pour aller dans l'entrepreneuriat et en même temps elles vont tirer certainement les autres femmes rurales pour aller dans le développement rural, parce que nous savons que c'est surtout là-bas que le problème se pose. Merci. Peut-être nous allons revenir sur certains aspects. Merci. Et je suis Hamid Adarkas Abdelwahab. Je suis chef de projet, mais aussi assistant juriste au niveau de l'ONG Femmes Action et Développement. C'est une organisation féminine qui milite pour la promotion et la défense des droits des femmes à travers des actions de développement et de proximité. Donc, en ce sens, je voudrais un peu revenir sur la question du docteur. Certes, au Niger, on vit une réalité tout autre qu'au Togo ou bien, je ne sais, au Bénin. Parce que même quand la femme a le pouvoir économique là, elle n'arrive pas à l'exercer librement. Elle doit toujours se tourner vers son homme, vers son mari, surtout en milieu rural. Donc, le deuxième aspect, j'aimerais surtout m'adresser à Samira. Comment pensez-vous qu'on pourrait amener ces femmes rurales-là à pouvoir déployer pleinement leur capacité de leadership et d'autonomisation? Parce que c'est des femmes leaders, certes, mais comment les amener à entreprendre de sorte à être autonomes et pouvoir contribuer au développement de leur communauté? Au-delà de ça, j'aimerais revenir un peu sur la question de l'éducation. Il ne sert à rien de faire de sensibilisation ou bien de continuer à faire des plaidoyers qui n'aboutissent pas. Parce que j'ai été en face d'une situation où je ne saurais comment expliquer ça. Dans une commune où il y a 55 villages, 22 villages, disons, sur une circonférence de 55 km. Et qu'on me dise que c'est une seule CEG qu'il y a dans l'établissement et dans cette commune-là. Certes, on sensibilise les parents, on sensibilise ces ménages-là à inscrire leurs filles à l'école.
Mais si la fille doit quitter 55 km pour venir étudier dans une école, je pense que ça ne favorise vraiment pas l'accès et on doit vraiment mener un plaidoyer de sorte à ce que tous ces aspects-là soient pris en compte. Je vous remercie. J'ai noté 3 questions pour Madame Candide. Donc, on va vous donner le micro pour y répondre. Il y a une première question qui est posée à toutes les panélistes pour ce qui concerne les défis personnels qu'il faut partager. Je crois que ce n'est pas le moment parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais nous sommes disponibles. Hein, si vous voulez savoir de quoi on retourne, vous pouvez vous approcher de nous, on pourra en parler en long et en large parce que nous avons tous des expériences différentes et des parcours différents. Bon, la deuxième question concerne les mécanismes de financement. Tout ce que j'ai cité ici, par exemple, c'est des mécanismes qui sont mis en place par l'État togolais. Parce qu'aujourd'hui, l'État togolais a inscrit dans sa politique l'accompagnement des jeunes et des femmes sur leurs initiatives économiques. Donc, à ce titre-là, on a un ministère en charge de développement de la base et de la jeunesse et de l'artisanat, donc qui met en place tous ces projets. On a même des incubateurs, je n'ai pas pu en parler parce que c'est nombreux. L'État a mis un incubateur en place qui est en train d'être démultiplié dans toutes les régions. Et nous avons mon incubateur, mais qui s'occupe uniquement des femmes, et ça c'est une initiative privée. Donc sur la place, il y a d'autres incubateurs, donc nous avons un réseau des incubateurs et des structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant dont je suis la présidente. Et donc, il y a d'autres structures d'accompagnement. On s'est mis ensemble pour une synergie d'action. Parce que sur le terrain, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, ou bien c'est M. Ekade, je crois, voilà, les initiatives se multiplient. Mais si on mettait tous nos efforts ensemble en synergie d'action, on pourrait avoir beaucoup plus de résultats que d'aller chacun de son côté. Donc voilà, et chacun doit maintenant se positionner. Moi, je me suis positionnée pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Il y a d'autres qui sont dans le domaine d'éthique, il y a d'autres qui sont dans le domaine agricole, et on s'est mis ensemble pour accompagner les entrepreneurs. Ça, c'est pour ce qui concerne les mécanismes de financement et d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Hadija a demandé donc par rapport à la clientèle. Vous savez, Hadija, nous sommes en Afrique, on a remarqué que les gens, généralement, parce qu'il y a des déperditions scolaires, madame l'a dit tout à l'heure, il y a les filles qui s'érigent prématurément en entrepreneurs. Et ce n'est pas seulement les filles, on en trouve beaucoup chez les hommes aussi. Nous avons des gens partout dans le domaine informel qui sont entrepreneurs et chacun fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. Parce que ma soeur vend du colicot ou bien ma soeur vend du tissu, ça marche, moi aussi je veux faire du tissu. Donc il n'y a pas d'étude de marché. On ne sait pas si l'offre répond à un besoin réel de la population. Vous avez dit que la demande est inférieure à l'offre. Évidemment, si on ne fait pas d'études pour voir de quoi a besoin la population, on ne peut pas lui proposer une offre qui corresponde à son besoin. Donc ça, c'est la première chose. Moi, quand je prends les entreprises qui viennent vers moi, c'est la première chose que je leur demande de faire. Est-ce que votre produit répond à un besoin réel de la population? Si vous n'avez pas trouvé la bonne niche, vous allez tourner en rond, votre business ne va pas marcher. Et vous allez dire que ça ne marche pas, ça marche pour les autres. Mais c'est parce que vous n'avez pas trouvé le bon produit et le bon créneau. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que il faut aussi, le profil de l'entrepreneur doit aussi correspondre au projet. Je ne peux pas être, je ne sais pas moi, un chauffeur maintenant et me lever pour devenir médecin. Pour être médecin, il faut faire des études de médecine. Il faut, des fois, des gens veulent faire des choses, mais ils ne se demandent pas qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai le pouvoir ou bien les compétences pour le faire et où je vais aller.
Madame Candide, on est un peu pris par le temps. Voilà. La police du temps m'a accordé jusqu'à midi et il est midi. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas finir de travailler, de parler de ça. Hein. Mais l'entrepreneuriat, c'est tellement vaste qu'on a tellement de choses que dommage qu'on n'a pas le temps. Oui. Nous sommes là pour continuer la discussion. Tout à fait. C'est très intéressant ce que vous dites et les participants peuvent se rapprocher de vous pour les autres informations. Rapidement, Madame Rachida, pour répondre aux questions qu'ils vous ont posées. En 1 minute. Bon, je vais essayer. Et je vais d'abord répondre à Madame Hawa pour sa question et amener des clarifications entre Oasis Niger, Oasis Zaria et celle de Berkeley. Au fait, à Zaria, ce n'est pas Oasis, c'est le CGE, Centre for Girl Education. Et initiative Oasis Niger, et le programme Hilomo est né là-bas. On a commencé les espaces sûrs avec initiative Oasis Niger. On a piloté notre programme pendant 2 ans. Quand ça a marché, vu les résultats qu'on a obtenus, on a décidé ensemble avec Oasis Niger et le Centre for Girl Education aussi de créer cette nouvelle ONG dénommée Lumière des filles et des femmes. Et nos espaces, ce sont ces espaces de CGE qu'on a adaptés parce que maintenant, ça fait 14 ans qu'ils sont en train de faire les espaces sûrs et que ça a marché. Ça fait 14 ans qu'ils sont en train de sécuriser les filles et les éduquer. On s'est vu si ça a marché à Zaria, pourquoi pas au Niger et à Maradi, parce que c'est les mêmes réalités et les mêmes cultures. C'est pour cela qu'on a décidé d'adopter ces mêmes espaces sûrs à Maradi. Nous sommes en train de faire les espaces pour les filles scolarisées. Maintenant, on est en train aussi de voir comment créer d'autres espaces pour celles qui sont non scolarisées et pour les adolescentes mariées. Et aussi un espace qu'on veut piloter cette année, c'est le Montessori pour les jeunes filles, les préscolaires, pour voir si ça va marcher. Parce qu'au début, on a décidé d'aider la population, la communauté rurale en les apportant des vivres, des produits sanitaires. On a vu que ça ne marche pas. Dès qu'on tourne le dos, ils partent, ils vendent ça. Donc on s'est dit que ce n'est pas le meilleur moyen de les aider. Et en pensant que c'est de l'argent aussi, si on leur donne ça, ça peut les permettre de subvenir à leurs besoins. Ça aussi, ça n'a pas marché. Et on a vu qu'il n'y a pas mieux que l'éducation. C'est pour cela qu'on est en train d'adopter ça. Merci beaucoup, Madame Rachida. Merci. Oui, je pense que la technique SMART va bien jouer sur Samira. Juste pour donner... et on arrête. Ça, c'est pour les difficultés et tout. Je pense que Candide a proposé qu'on voit après ceux qui ont posé les questions pour leur expliquer un peu. Et peut-être pour Wahab aussi, si ça ne te dérange pas, on peut en discuter en privé pour permettre au prochain panel de prendre place. Je pense qu'il ne faudrait pas abuser du temps. C'est bon, ça vous va? Okay. Merci beaucoup, Samira. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci à tout le monde pour l'intérêt accordé à la thématique. Merci à la police du temps pour la diligence. Et place au prochain panel. Merci.